Votre santé est votre bien le plus précieux. Si vous souhaitez prendre soin de vous et mieux vivre votre travail, bienvenue dans l'aventure Mon Job en forme. C'est un podcast qui explore toutes les questions d'hygiène de vie et de santé au travail grâce aux conseils d'invités captivants. Un lieu d'échange bienveillant pour s'inspirer des meilleures pratiques. Je m'appelle Aurélien Matt, responsable communication chez Horizon Santé Travail. Plongeons ensemble dans le monde passionnant de la santé au travail. Aujourd'hui, nous allons aborder des thématiques cruciales dont les démarches peinent toujours à être à la hauteur de la souffrance qu'ils engendrent. Les violences sexuelles et sexistes au travail. Car les conséquences sont dévastatrices sur la santé mentale et physique des personnes concernées. De plus, ils contribuent à créer des climats de travail toxiques, affectant non seulement les victimes directes, mais aussi l'ensemble de l'équipe et de l'organisation. Selon des études, une proportion alarmante de travailleuses et de travailleurs a déjà été confrontée à ces comportements inappropriés au cours de leur carrière. Pourtant, le silence reste souvent de mise, alimenté par la peur des représailles ou la conviction que rien ne changera. Pour nous aider à mieux comprendre ces enjeux, nous accueillons Marie-Laure Oliveira, psychologue du travail. Nous allons échanger sur ce que recouvrent précisément les violences sexuelles et sexistes au travail, comment les identifier, et puis surtout, quelles mesures peuvent être mises en œuvre pour les prévenir. Marie-Laure, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à toi. Bonjour, merci pour l'invitation. Écoute, c'est avec plaisir. On va commencer par la première question. Pourquoi parler des violences sexistes et sexuelles en entreprise ? Effectivement, tout d'abord, quelques chiffres. Selon une enquête de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales publiée en 2016, 23% des femmes et 6% des hommes ont déclaré avoir été victimes de harcèlement sexuel au travail au cours de leur vie. Et selon une enquête de la DARES publiée en 2019, 10% des femmes et 2% des hommes ont déclaré avoir été victimes de harcèlement sexuel au travail et au cours des 12 derniers mois. Je souhaiterais également parler un petit peu de l'actualité. On en entend beaucoup parler malheureusement de ces VSST, de ces violences sexuelles et sexistes au travail. Je parlerai simplement du mouvement MeToo Hôpital qu'on a vu à la télévision il y a peu de temps, mais également tout ce qui se passe au cinéma, et on voit que les choses bougent et que les gens commencent enfin à parler. On parle de violences sexistes et sexuelles, donc c'est au pluriel. Comment définir ces violences puisqu'il en existe plusieurs ? Tout à fait. Donc, de manière globale, les VSST peuvent être définis comme des propos ou des comportements qui visent le sexe, l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. Il faut savoir que ces violences, elles sont vraiment réprimées et par le Code du travail et ou par le Code pénal, et on retrouve finalement les différentes définitions dans ces différents codes. C'est pour ça qu'on n'invente rien. Vraiment, pour les comprendre, il faut simplement lire les articles des différents codes. Dans ces VSST, on retrouve les agissements sexistes, le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles et le viol. Donc, ce que je vous propose finalement, c'est de reprendre les différentes définitions et d'essayer de les comprendre. Au niveau des agissements sexistes, il faut savoir que ça va relever du Code du travail. Donc, ils sont définis comme tout agissement lié au sexe d'une personne ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Ce qui est important aussi d'entendre, c'est qu'il n'est pas exigé une répétition des faits pour que l'agissement sexiste soit retenu par le juge. Quelques exemples, ça peut être des commentaires sexistes, critiquer une femme parce qu'elle n'est pas assez féminine, ou on va critiquer un homme parce qu'il n'est pas assez viril, des gestes dégradants. Une femme passe dans un couloir et un homme va la siffler. Ou alors, une collègue va dévisager un de ses collègues lorsqu'il passe dans le couloir. Des remarques. Surtout, n'oublie pas de mettre ta petite jupe demain, on va voir le client. Voilà, j'aimerais bien remporter le contrat. Tous ces exemples-là rentrent effectivement dans la catégorie des agissements sexistes. Marie-Laure, tu disais qu'il n'y avait pas besoin que ce soit quelque chose de récurrent, juste une remarque ponctuelle, ça peut être aussi... Tout à fait, considéré comme du sexisme au travail. Alors, heureusement, le Code du travail évolue énormément et on en reparlera quand je vous parlerai de l'harcèlement sexuel. Mais il est notifié maintenant qu'à partir de plusieurs agissements sexistes, cela peut maintenant être considéré comme du harcèlement sexuel. Donc, effectivement, il n'y a pas besoin de répétition des faits pour le considérer comme un agissement sexiste. D'autres exemples qu'on donne beaucoup en entreprise, ça va être les interpellations familières. Vous êtes un homme, vous appelez votre collègue ma cocotte, ma chérie. Vous êtes une femme, vous appelez votre collègue mon chouchou, ce genre de choses. On peut également parler de différents types de sexisme, notamment 3 grands types de sexisme. On va retrouver le sexisme hostile. Alors celui-là, il est très visible. C'est pas très compliqué à comprendre. Ça va être par exemple un directeur qui va dire « moi je ne m'entoure que d'hommes ». On sait très bien que les femmes, elles n'ont pas forcément le temps avec leur famille de rester au travail. Donc j'ai besoin de testostérone autour de moi et d'être vraiment entourée que d'hommes.
Donc ça va être vraiment le sexisme hostile très visible. On retrouve également le sexisme masqué. Donc là, on est plutôt sous couvert de l'humour. On va quand même faire des différences. Imaginons, on serait des hommes et des femmes au sein d'une salle de réunion. Moi, en tant que femme, j'animerais la réunion. Et je dirais, alors j'espère qu'il n'y a aucun Pierre qui nous écoute, sinon je m'excuse. Mais je dirais à Pierre, oh là là, c'est surtout pas toi qui vas prendre des notes. On sait très bien que les hommes ne savent pas du tout faire deux choses à la fois. Et tout le monde en rigolerait. Donc là, on est dans le masqué, c'est-à-dire vraiment sous couvert de l'humour. Et on a finalement celui qu'on retrouve le plus en entreprise et qui est le plus compliqué à repérer, ça va être le sexisme bienveillant, qui lui est plus compliqué à repérer. Un exemple concret, on serait tous mécaniciens au sein d'un garage automobile et le directeur irait parler à deux femmes mécaniciennes en lui disant oui, ça serait bien que vous mettiez à l'accueil puisque c'est quand même beaucoup plus agréable pour un client d'avoir deux femmes qui l'accueillent. Donc là, on n'est pas forcément dans quelque chose d'hostile, mais on voit bien qu'on attribue des caractéristiques différentes aux hommes et aux femmes. Ou alors un exemple également que je donne en sensibilisation, pareil, un homme et une femme. Avec Aurélien, on serait dans une pièce et puis il y aurait un carton à porter et Aurélien viendrait à mon secours. Surtout, Marie-Laure, ne porte pas ce carton. T'inquiète pas, je suis là, je peux porter le carton. Alors là, c'est un exemple qui fait réagir. De toute façon, l'objectif, c'est de faire réagir et surtout d'ouvrir la parole, notamment au niveau des agissements sexistes. Donc, on vient de définir les agissements sexistes qui relèvent du Code du travail. L'employeur, on le verra par la suite, mais il a la responsabilité de les traiter. Et il faut savoir que ces agissements sexistes peuvent être considérés comme une faute grave et ils peuvent être punis par des sanctions disciplinaires. Ça peut être un avertissement. Après, tout va dépendre finalement de l'agissement. Un blâme au travail, une mise à pied, une mutation, un licenciement disciplinaire. Il faut savoir que l'employeur peut lui écoper de sanctions civiles. Et puis, l'agissement sexiste, on vient de le voir, définition du Code du travail. Mais si la victime le souhaite, elle peut choisir la voie pénale en portant plainte pour outrage sexiste. Et dans ce cas, les sanctions encourues sont les suivantes. Une amende de catégorie 5, soit de 1 500 €. Un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et un travail d'intérêt général d'une durée de 20 à 120 heures. Donc on le voit bien, l'agissement sexiste fait partie des VSST en entreprise qu'il faut pouvoir prévenir. Généralement et malheureusement, nous en tant que service de prévention en santé au travail, c'est finalement une des violences qu'on voit le plus en entreprise et qu'on voit encore en entreprise. Donc c'est très important vraiment de les comprendre et de pouvoir les définir. On vient de définir les agissements sexistes. Aurélien, maintenant je te propose de définir le harcèlement sexuel. Tout à fait. C'est une notion assez complexe à définir parce qu'elle recouvre une multitude de propos et de comportements. Et le harcèlement sexuel peut prendre des formes très diverses. Ça peut être verbal, non verbal, ça peut être des comportements, ça peut être des attitudes, ça peut être des gestes. Il faut savoir également que la loi, elle va différencier deux types de harcèlement sexuel. Premier type, pression grave, même non répétée, dans le but d'obtenir un acte de nature sexuelle. Donc là, il n'y a pas besoin de répétition. Exemple, chantage sexuel, promotion canapé, ce genre de choses. Le deuxième type, il faut là qu'il y ait répétition. Il est défini, ce harcèlement sexuel, par des propos ou comportements à connotation sexuelle non désirés et répétés. Quelques exemples de ce harcèlement sexuel de deuxième type, ça va être des propos, des plaisanteries obscènes, grivoises, des propos familiers à connotation sexuelle ou sexiste. C'est bien pour ça que tout à l'heure, tu me demandais s'il y avait besoin de répétition pour caractériser un d'agissement sexiste. Non, un seul fait peut être caractérisé d'agissement sexiste. Et s'il y a répétition, cela pourrait être caractérisé de harcèlement sexuel. Exemple, une si jolie fille comme vous devriez vous mettre plus souvent en robe. S'il y a répétition, ça peut être caractérisé de harcèlement sexuel. Si un homme insiste pour sortir avec une de ses collègues, il a le droit de proposer à une de ses collègues d'aller boire un verre après le travail. Ça peut rentrer dans le cadre de la séduction. Et après, on s'arrêtera juste un petit moment sur la notion de consentement qui est très, 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 très importante et j'y tiens beaucoup. On a le droit. Par contre, s'il y a un refus et que le jour suivant, la personne insiste, là, ça pourrait être effectivement caractérisé de harcèlement sexuel. Ça peut être des regards insistants, des sifflements, des actes sexuels mimés. Juste également un point important, il y a également un harcèlement sexuel qui s'appelle harcèlement sexuel d'ambiance. Imaginons, on serait tous dans un open space. Aurélien, tu serais le seul homme, par exemple. Et puis à longueur de journée... J'ai peur de cet exemple. Tu as peur de cet exemple, n'est pas... Et à longueur de journée, en fait, tu subirais des blagues sexistes, pas forcément dirigées envers toi, mais tous les jours, tu aurais des collègues femmes qui feraient des blagues
totalement sexiste. Oh bah dis donc, les hommes de cette boîte, ils sont pas du tout virils, etc. Encore une fois, c'est pas dirigé envers toi, mais tu le subis. Ça peut être considéré comme du harcèlement sexuel d'ambiance. Ou alors, tu vois passer des emails à caractère pornographique. En tournant le regard, malheureusement, tu tombes sur ces images. Encore une fois, ce n'est pas forcément visé vers toi, mais tu le subis au quotidien. Je ne sais pas si c'est le bon moment pour te poser la question, mais certaines personnes peuvent prôner l'humour un peu grivois ou l'humour un peu, pas innocent, mais presque un peu. Comment répondre à ça? Parce qu'effectivement, ça fait du mal malgré tout. Comment changer la perception ou que répondre à ça en fait? C'est quand même des choses qu'on entend souvent. Alors oui, généralement, quand on sensibilise les salariés, ce qu'on entend, on ne peut plus rire de rien, etc. Encore une fois, on est au travail. Ce sont nos collègues et on ne peut pas rire de tout au travail. Il y a un cadre à respecter. L'employeur, on le verra juste après, mais il a des obligations de prévention. Et puis surtout, on ne peut pas savoir ce que vivent nos collègues dans la vie dans leur vie de tous les jours. Donc non, les blagues obscènes, les blagues à caractère sexuel ou sexiste n'ont pas lieu d'être au travail. Alors, on a parlé d'humour, sur lequel il faut effectivement être vigilant, mais qu'en est-il de la séduction? Parce que ça fait aussi partie de la vie du travail, on voit ses collègues tous les jours. Tout à fait, il faut savoir même qu'en Île-de-France, il y a beaucoup de couples qui se rencontrent au travail. On a encore le droit de séduire au travail. Quand on séduit, on a des propos et des comportements qui sont positifs et respectueux. Les relations sont souhaitées, elles sont égalitaires et réciproques. Il y a un jeu de séduction. Il faut savoir que le jeu de séduction, il a des règles. Le respect, la réciprocité, l'égalité et la notion de consentement. Qui sont factuelles, c'est pas des choses qui sont subjectives, hein. C'est quand même des On valeurs le que tu voit viens de dire, bien, elles sont généralement. factuelles, absolument. Oui, on le voit bien. Le consentement, c'est oui ou c'est non, enfin, c'est c'est facile. Et c'est très bien ce que tu dis, Aurélien, c'est oui ou non. Il faut vraiment qu'il soit exprimé. Il faut savoir que dans la notion de consentement, en France, on dit souvent qui ne dit mot consent. Ça, je voudrais vraiment que vous le balayiez de vos esprits. Un consentement, c'est un vrai oui. Un consentement doit être libre et éclairé, c'est-à-dire que la personne doit être en pleine possession de ses moyens. Quelqu'un d'alcoolisé qui va dire oui, c'est un non. Quelqu'un qui est à moitié endormi qui dit oui, c'est un non. Et quelqu'un qui ne dit rien, c'est un non. Et il faut également savoir que le consentement, il a une temporalité. Un oui à 10 heures peut être un non à 10h01. Donc ça, c'est très important vraiment de l'entendre. Mais oui, on a encore le droit, bien sûr, de séduire au travail. Et donc, est-ce qu'il y a des peines que les gens peuvent encourir par rapport au harcèlement sexuel? Quelles sont-elles? Tout à fait. Alors, juste quelque chose que je souhaiterais ajouter concernant la répétition. Donc, le harcèlement sexuel où il y a besoin de répétition. S'agissant de la répétition, il n'y a pas forcément besoin que ce soit fait le même jour ou la même semaine. La circulaire exige simplement que les faits aient été commis à au moins 2 reprises. Elle n'impose pas qu'un délai minimum sépare les actes commis. Donc ça peut être une fois en 2021, une autre fois en 2022, et on est dans le caractère de la répétition. Effectivement, les auteurs de harcèlement sexuel encourent une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, et qui peut être portée à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis. Parce qu'il y a effectivement des caractères aggravants. Par une personne qui abuse l'autorité que lui confèrent ses fonctions, tout ce qui est manager, direction. Si ces faits sont commis sur un mineur de moins de 15 ans, commis sur une personne vulnérable notamment en raison de son âge, une maladie ou de son état de grossesse ou de sa situation économique ou sociale, et également par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice. Donc là, on est vraiment plutôt dans le caractère de harcèlement sexuel concerté. Moi, Marie-Laure, je peux faire une blague une fois à une de mes collègues. Une autre de mes collègues a entendu que je faisais une blague. Un de mes collègues va répéter un peu le même style. Donc, par exemple, Au une même blague. collègue? Tout à fait, au même collègue, une blague à connotation sexuelle. Du fait de la concertation, même s'il n'y a eu qu'une fois par chacun des salariés, on est dans le caractère de la répétition. Ce qui est important de savoir, c'est quand même, au niveau des délais, c'est que la plainte doit être déposée dans un délai de 6 ans après le dernier fait. Donc, on vient de définir les agissements sexistes, le harcèlement sexuel. Maintenant, je te propose de définir l'agression sexuelle qui, elle, est définie dans le code pénal. Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Et le code pénal définit 5 zones du corps considérées comme intimes et sexuelles. Les fesses, les seins, les cuisses, la bouche et le sexe. C'est pas pour autant qu'on va aller toucher les autres zones du corps de ses collègues. Il faut savoir qu'une caresse dans le dos, une main sur l'épaule, à plusieurs reprises, peuvent être considérées comme du harcèlement sexuel.
On l'a vu, le harcèlement sexuel, ça peut être verbal, non verbal, ça peut être des comportements, ça peut être des emails, etc. Donc on vient de définir les agressions sexuelles. Au niveau de la peine encourue, 5 ans d'emprisonnement, 75 000 euros d'amende. Et pareil, au niveau des caractères aggravants, ça peut être porté jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. On va terminer par le viol. Il faut savoir qu'au niveau des VSST, on peut les considérer un peu comme des violences pyramidales. Si on laisse le sexisme entrer en entreprise, très rapidement, on peut basculer du côté du harcèlement. Et puis après, au niveau de l'escalade, les agressions sexuelles et le viol. Le viol, il va être défini comme tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise. Et il est puni de 15 ans de réclusion criminelle. Ça, c'est une définition vraiment importante. Tout à fait. Et pareil, on n'invente rien. Ça va être la définition du code pénal. Merci beaucoup, Marie-Laure, pour ces définitions qui sont extrêmement claires. Merci beaucoup. Et alors, du coup, quand on est employeur, est-ce qu'il y a des obligations auxquelles il faut répondre ? Bien sûr, il y a une obligation générale de sécurité. Un employeur doit assurer la santé physique et mentale des salariés. Il faut savoir que ces VSST rentrent dans le grand champ des risques psychosociaux et font partie des violences internes et externes. On peut être victime d'agissements sexistes, de harcèlement sexuel de la part de collègues, mais ça peut être également de la part de clients. Et ça, du coup, effectivement, l'employeur doit les prévenir. Est-ce que tu as des exemples d'actions concrètes que l'employeur peut mettre en place ? Alors déjà, il faut savoir que dans les entreprises, les employeurs doivent également intégrer ce risque dans leur déclaration unique, leur règlement intérieur, sur l'affichage obligatoire. Ils doivent informer, sensibiliser, former leurs salariés, les encadrants, le CSE et également la direction. Et il existe d'autres obligations. Il faut savoir que dans toutes les entreprises d'au moins 250 salariés, l'employeur doit désigner un référent harcèlement sexuel qui est chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Et en complément du référent désigné par l'entreprise, un référent doit être également désigné par le CSE, donc ça doit être un membre élu qui sera référent harcèlement sexuel et agissements sexistes. Et contrairement au référent de l'entreprise, il n'y a pas d'effectif minimum exigé pour la mise en place de ce référent. Celui-ci, finalement, doit être désigné dans toutes les entreprises pourvues d'un CSE. Enfin, il faut que l'employeur facilite le signalement. C'est-à-dire que si on est victime, il faut que la victime sache vers qui se tourner si besoin. Donc, par exemple, connaître les coordonnées des différents référents, des interlocuteurs internes et externes, donc du service de prévention en santé au travail, de l'inspection du travail, finalement de tous les acteurs qui peuvent accompagner. Un employeur doit réceptionner le signalement, analyser la situation, réaliser une enquête si besoin. Et puis, il faut savoir que cette enquête, elle va être obligatoire si l'employeur est saisi par un membre du CSE, mais on le recommande fortement, de toutes les manières, de réaliser une enquête. Et enfin, de rédiger un rapport d'enquête, en fonction des conclusions, de prendre les mesures adéquates. Donc, on vient de le voir, l'employeur, il a des obligations et il doit vraiment, en premier lieu, prévenir ce risque. Et comme pour tout risque, finalement, il faut partir de la bonne compréhension de ce dernier. Par le biais de sensibilisation, comme je le disais juste avant, à l'ensemble des salariés afin que chacun en ait une bonne compréhension. Parce que malheureusement, les VSST sont trop souvent banalisés en entreprise. Donc ça, c'est vraiment le premier temps, la sensibilisation. Et Horizon Santé Travail peut vous accompagner, peut sensibiliser vos collaborateurs. Dans un second temps, il faut aller identifier les facteurs de risque. Comme dans toute prévention de risque, on va aller identifier les différents facteurs de risque pouvant être à l'origine de ces VSST pour ensuite établir un plan d'action. Et il est connu qu'il existe différents facteurs de risque qui peuvent être à l'origine de ces violences. Je vais vous en citer quelques-uns. Le contexte socio-professionnel, par exemple, lorsqu'il y a une faible mixité dans certains métiers. Le contexte socio-démographique, quand il y a une précarité de l'emploi. L'organisation et le management, si on met en concurrence les salariés ou qu'on est dans des milieux qui sont très hiérarchisés. Cela peut favoriser l'apparition de ces VSST. Le mot d'ordre, on n'hésite pas à se rapprocher de son service de prévention en santé au travail qui pourra vraiment vous accompagner sur cette thématique. Alors, quels sont les signaux d'alerte qui indiquent qu'une personne peut être victime de ces pratiques ? Comment reconnaître ou comment avoir des indices pour pouvoir aider, questionner, poser des questions ? Alors, effectivement, on peut voir certains signaux d'alerte. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est un petit peu comme les risques psychosociaux, tout changement de comportement doit alerter. Quelqu'un qui va commencer à s'isoler, qui ne participe plus à la vie de l'entreprise, quelqu'un qui va se montrer de plus en plus agressif. Tout va dépendre après de chacun. On retient tout changement de comportement doit alerter. Et c'est important de prévenir ce risque le plus en amont possible. Les conséquences sont vraiment
désastreuses de ces VSST. Pour la victime, ça peut être une perte de confiance, ça peut être une démission, ça peut être une perte ou une prise de poids, ça peut être une dégradation de la santé avec des troubles du sommeil, des addictions, de la dépression. C'est un petit peu les signaux également qu'on repère dans les RPS. Et puis, on imagine bien qu'un salarié qui va mal, c'est un collectif de travail qui va mal, avec une dégradation du climat social, un clivage entre les salariés, une absence d'entraide. Et un collectif de travail qui va mal, c'est également une entreprise qui va mal, avec une baisse de créativité, une image de l'entreprise affectée, une démotivation des salariés. Donc, on le voit bien, c'est vraiment important de prévenir ces VSST au travail et d'entrer dans une culture de prévention de ces risques par le biais, dans un premier temps, de la sensibilisation. Pour terminer et pour conclure, Marie-Laure, quels sont les recours à la fois pour les victimes, mais aussi pour les témoins, pour prévenir ces risques ? Alors, il faut savoir que les dispositions du Code du travail organisent la protection des victimes et de celles qui ont témoigné. Si on est victime, ce qu'il faut faire, c'est réagir dès les premiers faits. Après, certains salariés n'arrivent pas à réagir. Il peut y avoir un effet, par exemple, de sidération, où vraiment on ne comprend pas ce qui nous arrive. Il ne faut pas oublier tout de même qu'on a un délai de 6 ans après les derniers faits, si besoin. Le mieux, c'est de réagir dès les premiers faits. Parfois, on est dans l'impossibilité. Ensuite, ce qu'il faut, c'est le signaler à son employeur. Bien sûr, se faire accompagner par l'employeur, par votre service de prévention, par les référents CSE, par l'inspection du travail, par les défenseurs des droits, et faire valoir, encore une fois, vos droits et votre protection. Et si vous êtes témoin, pareil, je pense qu'il faut vraiment réagir dès les premiers faits. Il ne faut pas oublier que chaque salarié a également des obligations. Il doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité, mais également de celle des autres, selon sa formation et ses compétences. Il faut proposer une aide, il faut soutenir la victime, alerter la hiérarchie et l'employeur. Écoute, c'est très clair. Merci beaucoup, Marie-Laure, pour toutes ces informations. Merci à vous et encore une fois, on n'hésite pas à se rapprocher de son service de prévention en santé au travail pour vous accompagner sur cette thématique-là. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous sur votre plateforme préférée et laissez-nous une note de 5 étoiles ou un commentaire. Ça nous aide beaucoup pour porter les questions de santé au travail. Retrouvez-nous également sur LinkedIn et Instagram. À très bientôt.